ce livre se révèle à nous au fur et à mesure que nous grandissons nous-mêmes. Le but était de réussir à regarder le monde avec un regard tendre. Dialoguer avec son ange, c'est pas par curiosité, pour s'amuser, ni pour vivre des expériences mystiques. L'ange, c'est la finesse. Au plus profond de notre être, l'esprit et la matière ne sont pas séparés. C'est une chose naturelle et actuelle. 4 jeunes artistes, persécutés du nazisme dans la Hongrie de la Seconde Guerre mondiale, se questionnent sur le sens de la vie et trouvent réponse dans une voix qui jaillit du profond de leur être. L'enseignement reçu donnera sens à leur sacrifice et il les guidera à sauver beaucoup de vies humaines. Mais encore aujourd'hui, cette voix continue à être d'inspiration pour millions de personnes dans le monde entier, à travers le livre « Dialogue avec l'ange », publié après plusieurs années par l'unique survivante, Gita Malache, est devenu un cas éditorial sans égal. Ce film veut en conter l'histoire. Quand Gita Malache était encore une petite fille, sa mère lui avait demandé ce qu'elle voulait faire lorsqu'elle serait grande. Elle avait répondu qu'elle aimerait enseigner la joie. Ma tâche profonde a surgi déjà à cet âge-là. En relisant son histoire aujourd'hui, après environ 100 ans, on s'aperçoit que ce souhait, exprimé pour jouer, a en réalité marqué toute l'existence de cette femme, en la rendant témoin d'une des plus extraordinaires aventures humaines et spirituelles du XXe siècle. Une aventure racontée dans le livre « Dialogue avec l'ange », considérée aujourd'hui comme une œuvre universelle traduite en 13 langues dans le monde entier. Un livre qui a inspiré des millions de personnes. Il s'agit d'un livre fantastique, mais je ne peux certainement pas en parler en 10 secondes. Moi aussi, j'ai eu ma rencontre personnelle avec les anges. Je les ai connus. Il y a une dimension cachée, même mystique si vous voulez. Une dimension que seul l'amour découvre. Pas cachée, mais au plus profond de notre être. Margit Eugénie Malache, dite Gita, née à Ljubljana en Slovénie le 21 juin 1907, dans une famille très aisée. Son père est général dans l'armée austro-hongroise. Élevée de façon très stricte, selon la rigueur militaire, Gita passe son enfance en Autriche. C'est seulement plus tard qu'elle se déplace dans sa famille à Budapest, où en 1923, elle s'inscrit à l'école locale des arts décoratifs. C'est ici qu'elle rencontre Anna Daloche, une fille de son âge. Une rencontre qui changera sa vie à jamais. Anna vient d'une famille de juifs non pratiquants, et malgré leurs nombreuses différences, elle se lie d'une forte amitié avec la fille du général. Leur amitié durera toute leur vie. Ce n'est que pendant leurs années d'université que leurs chemins se séparent pour quelque temps. Anna décide de continuer ses études d'art à Munich, tandis que Gita choisit de se spécialiser à Vienne. Entre-temps, Gita Malache devient championne nationale de natation et réalise ses meilleures performances à partir de 1926. Photographiée par les journalistes, idolâtrée par les foules et courtisée par un grand nombre de prétendants, Gita vit à cette époque un moment de grande ivresse. Toutefois, plus ses succès sportifs se multiplient, plus sa capacité à dessiner s'amoindrit, ce qui la plonge très vite dans un profond désarroi. J'ai vu que c'était vraiment un orgueil de jeunesse. En proie à de fréquentes crampes, Gita cherche alors un bon soigneur, ce qui l'amène à une autre rencontre fondamentale dans sa vie, celle avec Lili Strauss. Lili est monitrice dans un cours d'expression corporelle, déjà relativement connu à Budapest au début des années 30, dont la technique ressemble à celle du yoga et qui favorise le mouvement à travers la relaxation. Un soir de 1936, Gita lui présente Anna Daloche, son ancienne compagne d'école, revenue en ville après avoir épousé un ami d'enfance, le designer de meubles Josef Kreutzer. Josef, un homme calme et accommodant, vient d'une famille juive, tout comme Anna et Lili, mais n'a lui non plus jamais été pratiquant. Gita, par contre, est la seule catholique du groupe,
même si, elle aussi, a reçu une formation profondément laïque. Cependant, grâce à ses retrouvailles avec Anna, Gita retrouve son enthousiasme créatif d'antan et décide d'entrer en société avec son amie et son mari, qui entre-temps ont ouvert un atelier de décoration, ayant de la terrasse un magnifique panorama sur le Danube. Grâce à la célébrité de Gita, l'activité prospère et l'atelier reçoit d'importantes commandes de la Hongrie et de l'étranger, dans les domaines du tourisme et des expositions, notamment les affiches officielles de l'État hongrois, les costumes du ballet national, ainsi que les aménagements du Queen Mary appartenant au duc de Windsor. Bien que leur activité prospère, les trois artistes commencent à éprouver un sentiment d'instabilité de plus en plus fort. À cette époque, l'antisémitisme se répand en Hongrie et les quatre amis en prennent bientôt conscience. Nous étions tous comme ça, on laisse tomber d'un moment à l'autre, on ne s'attache pas. Nous avons cherché vraiment la vérité qui est cachée dans cette vie de mensonge. Le mensonge politique. Où vont-ils donc la trouver? Et comment? Au début des années 40, les trois amis ils ferment alors l'atelier en ville et s'installent dans une petite maison de campagne à Budaliget, dans la banlieue de Budapest, où ils comptent retrouver le goût des choses les plus simples. Lily, par contre, reste travailler en ville. Elle ne rejoint les autres que pendant les week-ends, en train ou à vélo. Josef! Anna! Gita et compagnie. Gita et ses camarades ont décidé de quitter Budapest pour Budaliget. S'éloigner du centre et du chaos est une façon de retrouver un lieu propice à l'écoute. Plus on reste dans la pagaille, dans le bruit, dans un lieu en effervescence, plus les sons se déforment. Les discordances deviennent alors de plus en plus fortes et destructrices. De Budapest à Budaliget, là où règne le silence, car il n'y a que là où règne le silence qu'on peut écouter. La sensation de vide, ainsi que les interminables questions sur la valeur de l'existence, continuent d'imprégner l'âme de ces quatre jeunes gens et les conduit à entamer fréquemment des discussions animées. Pendant ce temps, la radio diffuse des nouvelles de plus en plus alarmantes. Le désordre et la violence règnent dans toute l'Europe. Et les quatre de Budaliget comprennent que c'est le seul vrai obstacle qui les empêche de trouver le sens de la vie. S'il en existe un, il se trouve en eux-mêmes. C'est alors qu'ils décident de tenir une sorte de journal intime sur lequel chacun d'entre eux notera ses propres sensations. Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle? Et on l'a trouvée. Nous sommes le 25 juin 1943. Il est 15h quand quelque chose d'inattendu arrive à Anna et Gita, alors qu'elles sont seules dans leur maison de campagne. Gita vient de lire à haute voix ce qu'elle a écrit dans son journal, quand Anna a un accès d'humeur imprévu. Ça, c'est du réchauffer ton journal. Nous en avons discuté déjà trop souvent, et nous ne sommes parvenus à rien, s'écrie-t-elle. Sous yeux béants, elle voit une force qui arrache la feuille de la main de son ami, la déchire en 1000 morceaux et la jette par terre en signe de désapprobation. C'est alors qu'Anna sent qu'une force inconnue commence à la posséder. Mais elle arrive à prévenir son ami. Attention, ce n'est plus moi qui parle. Son ami entend sa voix, mais elle comprend alors qu'Anna n'est qu'un instrument. Celui qui lui parle, à travers son ami, donne à Gita une claire et impitoyable vision d'elle-même et un sentiment profond de honte.
Je me suis vue avec l'œil de la vérité. Ce n'est pas agréable. Le soir même, Lili et Joseph sont informés de ce qui s'est passé. Toutefois, si Joseph, qui était matérialiste dans sa jeunesse, décide de ne pas s'intéresser à l'affaire, Lili, enthousiaste, propose de retranscrire tout ce qui a été vécu pendant cette expérience extraordinaire. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Anna ? Plus tard, Anna raconte son expérience avec les mots suivants. Pendant toute la conversation, ma perception était comme faussée. D'une part, je voyais la pièce et ce qui s'y passait. D'autre part, j'étais consciente de la présence vivante de celui qui parlait. À partir de ce premier contact, ce phénomène inhabituel se répétera chaque semaine pendant les 17 mois suivants. Quelqu'un parle à travers la bouche de Anna chaque vendredi à 15 heures. Mais qui parle ? Ce sont les anges qui parlent à Anna. Et ce sont eux qui se représentent à elle comme ça. Et ils le font parce que c'est une chose tout à fait nouvelle pour Anna. Elle arrive à la transmettre parce qu'elle se vide de sa personnalité et s'ouvre complètement au message. L'ange est une entité qui porte des messages. Il peut être identifié comme vibration, information, rayon de Dieu, guide de lumière. Vraiment beaucoup les définitions. S'il y a un sens, essayer de définir êtres qui ne peuvent pas être définis. Il est celui qui nous met en contact avec le monde de l'esprit. Qu'est-ce qu'un ange pour Gita Malache ? L'ange est mon être de lumière. Moi, je suis son être de matière. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit. Et tu es sa figuration dans la matière. Un ange peut-il vraiment parler à travers la bouche d'un être humain ? Nous avons tous la capacité de recevoir des informations au-delà du monde immédiat des sens. Le temps est venu pour que les gens comprennent que l'esprit et la matière ne sont pas séparés et qu'ils ne sont pas que des dimensions différentes de la même réalité. Dans Dialogue avec l'ange, les personnes furent capables de communiquer avec ces autres dimensions de leur propre réalité. Et au moment que ça arrive, la force est telle que la personne qui devient canal se transforme et s'offre pour cette immense mission, être antenne entre l'esprit et la matière. Nous avons les antennes, mais évidemment nous ne les utilisons pas. Selon Gita Malache, le dialogue avec l'ange n'est pas du tout quelque chose de surnaturel, mais une communication à la portée de tout le monde. Une personne absolument ordinaire peut rencontrer son ange. C'est une chose naturelle et actuelle. Il n'y a pas de miracle. Si on fait le silence en soi et si on est disposé à l'écoute, on entend tout. L'ange, c'est la finesse. Tous ceux qui l'écoutent peuvent l'entendre. Tous. C'est dans le murmure qu'il y a la vérité. Marche sur ton propre chemin. Et si l'on marche sur son propre chemin et que l'on prend conscience de ses tâches au quotidien, eh bien, on peut en fait vivre en communion avec l'ange. Le metteur en scène allemand Wim Wenders prétend, lui aussi, avoir été en communication avec l'ange pendant le tournage de son célèbre film « Les ailes du désir ». Au début du tournage, les anges n'étaient encore pour moi qu'une simple métaphore, mais à la fin, ils sont devenus vrais. Quand j'ai commencé à tourner, je ne comprenais pas que le but était de réussir à regarder le monde avec un regard tendre. Une fois que je l'ai compris, j'ai essayé de faire la même chose avec la caméra. Mais c'est impossible, car la caméra n'a pas d'émotion, et nous voulions reproduire le regard tendre de l'ange dans nos images. C'est alors que je pense avoir reçu de l'aide. J'ai dit aux anges,
Les gars, je vous demande de m'aider, c'est votre tâche. J'ai besoin de votre aide, parce que je ne peux pas y arriver tout seul. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu à penser à rien, sinon à tourner le film, parce qu'ils m'ont tellement aidé que parfois j'en avais même peur, parce que ce n'était plus moi qui agissais. Je n'aurais rien pu faire d'autre, si ce n'est de bouger la caméra, la faire voler, etc. Mais ce n'était pas encore de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de différent, et on m'a fait un vrai cadeau. Voilà pourquoi, à la fin du film, j'ai compris que nous avions vraiment eu un grand ange gardien. Et je les remercie. Les conversations angéliques de Budaliguette, ponctuellement retranscrites par les témoins dans leurs cahiers, dureront jusqu'à la fin du mois de novembre 1944. Le message transmis à travers Anna est un message plein de joie et d'espoir. Une musique qui s'élève du plus profond de l'âme, dans le fracas assourdissant de la guerre. Comment il était possible que des gens raisonnables, sensés, aient pu dégager un message de joie dans la pire des guerres, dans la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on peut être joyeux au centre de l'enfer? C'est un mystère qui reste encore assez opaque pour moi. Les dialogues naissent dans des moments de grande crise, d'égarement, de vide et de grande tragédie au sein de l'humanité. L'artiste est en quelque sorte celui que voit la tragédie et qui se doit de la transformer. Si la tragédie est le vide et le manque d'humanité, l'artiste se doit alors de chanter l'amour de l'humanité. Le fait d'être des artistes facilite peut-être la tâche d'Anna et de ses camarades pour traduire le message qu'ils reçoivent. C'est en vivant avec conscience, tendrement et en profondeur que l'on peut vraiment arriver à cette paix, à cette joie. Et en l'ayant en soi, on la transmet automatiquement aux autres. Le chemin vers la paix, quand ceci est pacifique, est déjà la paix. Pendant les rencontres de Budaliguette, les maîtres spirituels utilisent un temps différent selon le type de questions qui leur sont posées par leurs protégés respectifs et selon leurs exigences les plus intimes. Le maître de Gita, par exemple, a une voix sévère parce que son attitude personnelle est sévère envers la vie. Le maître de Lily, au contraire, utilise un ton plus doux parce qu'elle n'a pas été suffisamment aimée dans sa vie et qu'elle a justement besoin de cette douceur. Et Joseph, qui très vite reconnaît la sincérité des contacts, reçoit lui aussi le message régénérant de son maître. Seule Anna n'a pas le droit de demander. Son unique tâche est de transmettre. Il s'agit toutefois d'une tâche qui lui impose un grand effort et une grande souffrance. Anna était juive, mais dans les dialogues, on utilise un langage chrétien et des symboles chrétiens. Parce que quand on se trouve sur le plan spirituel, les différences religieuses n'existent plus. Pour cette raison, ce langage, ces symboles sont compréhensibles par tout le monde. Le 24 mars 1944, la radio annonce que les troupes allemandes occupent la Hongrie, où commence alors la phase la plus sanglante de la persécution des Juifs, dont un grand nombre est embarqué dans des trains et envoyé dans des camps de travail. Gita, Joseph et Anna décident de revenir en ville, dans l'attente des événements, et leur travail ressent inévitablement de la situation politique difficile. Dans la panique générale, la nouvelle se répand que tous les hommes juifs adultes seraient déportés.
Ce serait donc bientôt le tour de Joseph. Dans ce climat opprimant, la seule consolation pour les 4 amis se trouve toujours dans les paroles de leur guide lumineux. Le 12 mai, Budapest est bombardée. Anna, Joseph et Lili ne sortent plus car le port de l'étoile jaune est devenu obligatoire, ce qui déchaîne l'agressivité nazie. Gita est la seule qui sort pour faire les commissions. Joseph reçoit enfin sa convocation de départ pour le 3 juin 1944. C'est Gita qui l'accompagnera à la gare. Anna est trop accablée pour le faire et les 2 époux se disent adieu à la maison. Les semaines suivantes sont terribles. Anna est anéantie par la douleur. Lili se consacre entièrement à ses élèves et Gita cherche en vain une solution pour sauver ses compagnes. L'occasion rêvée se présente lorsque Gita se voit proposer la direction d'une fabrique d'uniformes pour militaires, dans laquelle travailleront une centaine de femmes juives. Les ouvrières y habiteront avec leurs enfants, sous la protection de la nonciature apostolique. Gita accepte à condition que Anna et Lili soient ajoutées à la liste des ouvrières, que chaque soir, elles les rejoignent pour écouter l'enseignement des maîtres, qui était maintenant devenu presque permanent. Pendant ce temps, le parti nazi hongrois, le NILAS, prend le pouvoir dans la ville, menaçant même l'usine où l'atmosphère devient chaque jour plus pesante. Gita fait ouvrir des brèches dans le mur d'enceinte pour une éventuelle fuite des ouvrières en cas d'urgence, même si la propriété qui jouxte l'usine est désormais le quartier général des SS allemandes. Toutefois, dans son interprétation des paroles des maîtres, Gita comprend qu'elle doit protéger ses ouvrières. Quand les NILAS envahissent l'atelier, au milieu d'une terreur générale, Gita est interrogée sur le nombre exact de ses ouvrières, parfaitement consciente que si elle fait une erreur sur ce nombre, elle sera fusillée sur place. Mais il lui est impossible de savoir combien de femmes sont restées dans l'usine et combien ont déjà réussi à fuir. Elle décide donc de suivre son intuition. À ce moment, une image lui traverse l'esprit, le livre de la Kabbale, le texte le plus important de la littérature mystique hébraïque, un cadeau qui lui avait été fait par quelques-uns de ses élèves. Gita se rappelle qu'en tournant les pages, elle avait vu la représentation de 72 anges.
Elle prononce aussitôt ce nombre. Sono 72. Contate. Mais les ouvrières qui se trouvent à ce moment dans l'usine ne sont que 71. Tout semble être fini pour Gita. Mais lorsque tout semble perdu, un soldat Nilas fait irruption dans la pièce, entraînant derrière lui la 72e, qui s'était cachée dans les toilettes pour ne pas se faire prendre. La vie de Gita est ainsi épargnée, mais elle ne se sauvera pas de la dure leçon prévue pour une Aryenne qui protège des Juifs. Après un terrible rouage de coups, la jeune femme est en piteux état, mais à la grande surprise, elle révélera à ses amis qu'elle n'a senti aucune douleur physique. Après la rafle, le travail reprend dans l'atelier, avec la peur constante d'être déporté. Mais combien de temps sera-t-il encore possible de résister dans une telle situation ? Gita ne peut plus avoir recours qu'à l'astuce. Par l'intermédiaire d'un ami, elle offre à un journal de la Wehrmacht de réaliser des dessins sur le folklore hongrois, en échange d'un certificat de collaboration portant la croix gammée qui lui servira de protection. Forte de ce document, elle se fait plusieurs amis parmi les soldats allemands auxquels elle demandera de protéger l'usine contre la menace des nazis hongrois. Quelques sympathies naissent même dans les milieux SS et quelques ouvrières de l'usine, dont les soldats allemands feignent ne pas connaître les origines juives, sentent même que la fin de la guerre arrive peut-être, l'armée rouge étant maintenant très proche de la frontière hongroise. Lorsque les Nilas attaquent de nouveau l'atelier, quelque chose d'incroyable se passe. Immédiatement averti, Gita lance l'alarme au SS, qui incroyablement accourt à son secours. Pendant qu'elle parle avec les nazis hongrois devant l'usine, à l'arrière, les soldats allemands, armés de grenades, couvrent la fuite des ouvrières. D'ailleurs, les anges le lui avaient déjà annoncé par la bouche de Anna. No, no, questa è la mia fabbrica, sono le mie donne, non ce la sbasti, non la riconosci. Presque toutes les ouvrières se sauvent, excepté Anna et Lily, qui décideront de leur plein gré de rester aux côtés de Gita. Un choix qui déterminera leur destin. Le même jour, le 1er décembre 1944, elles seront déportées en Allemagne, dans le camp de Ravensbrück, où elles trouveront la mort peu après. Josef avait connu le même sort bien avant. Mais Gita se sauvera. Anna a toujours dit, si une de nous doit survivre, c'est toi. Ça veut dire moi. Il y a un scénario, pas un hasard. Si quelqu'un attrape le bon scénario, il joue son rôle. Cependant, pour Gita, être resté en vie ne signifie pas que son agonie soit terminée. Bien au contraire. Après l'invasion de la Hongrie par l'armée rouge, Gita Malach sera en effet contrainte à rester dans sa patrie pendant encore 15 ans, subissant après la tyrannie nazie
celle tout aussi sanglante du régime stalinien. Le nazisme et le communisme. C'est un grand prix à payer. Gita, pendant les années communistes, éprouve un grand désir de fuir, mais elle ne peut pas le faire, mais elle perçoit dans son intériorité très fort le désir d'accomplir sa tâche, celle de diffuser le message des dialogues, et lorsqu'elle peut, elle part. En 1959, bien qu'elle soit dans un état de grande prostration physique et morale, Gita a finalement l'opportunité d'aller en France, grâce à une tournée du Ballet National, pour lequel elle travaille encore comme costumière. Dans sa valise, elle emporte ses cahiers de dialogue avec l'ange avec ses vêtements, signe qui ne laisse aucun doute sur son intention de ne jamais revenir. Lorsqu'elle arrive à Paris en 1960, Gita Malache a 53 ans. Elle trouve bientôt un travail comme dessinatrice pour la maison de disques américaine Vox, pour laquelle elle illustre les couvertures de disques. Mais elle ne peut pas se déclarer réfugiée politique, pour ne pas nuire à sa famille restée en Hongrie. Il ne lui reste donc qu'une seule alternative pour obtenir un passeport et faire publier ses précieux ouvrages sur les anges. Épouser un homme de nationalité française, disposé à lui donner son nom. C'est Ladislas Valder, dit Lassi, un ingénieur hongrois d'une cinquantaine d'années, ex-communiste et réfugié politique depuis quelques années en France, qui lui offrira son aide. Lassi est un homme de qualité. À la fois viril et pacifiste, intelligent et plein d'humour. Il épouse Gita lors d'un mariage blanc au printemps 1960. Mais ils commencent ensuite à s'aimer vraiment et décident alors de vivre ensemble. Les 30 ans que Gita passera avec Lassi seront peut-être les plus heureux de sa longue vie. Et avec son aide, elle traduira en français l'œuvre pour laquelle elle a renoncé pour toujours à sa patrie, à sa famille et à tout son passé, sa publication étant devenue l'objectif même de son existence. Le travail sera long et difficile, mais après 15 ans, vers la fin de 1976, la première édition officielle des Dialogues avec l'ange sera publiée par la maison d'édition parisienne Aubier. L'éditeur Dominique Raoul Duval en reconnaît tout de suite la grande valeur. En 1974, quand un manuscrit est arrivé sur mon bureau, il s'appelait à l'époque Les 4 messagers. Il a été tout de suite évident qu'il fallait le publier, d'abord de toute urgence. L'impact de cette publication en France est énorme. Le journal Libération le qualifie de manifeste esthétique radical. Et France Culture invite Gita Malache, qui dit n'être que le scribe des Dialogues avec l'ange, à participer à une série d'émissions radiophoniques à grand succès. J'ai lu les Dialogues avec l'ange et j'ai reçu effectivement un des grands chocs de lecture de ma vie, compte tenu de l'intensité de ce que je découvrais, de ces vérités universelles qui correspondaient tout à fait à ce que, par ailleurs, j'essayais de chercher sur les routes de l'Orient, dans les textes sacrés que je lisais. Qu'avait donc ce livre de spécial ? Et qu'est-ce que ces innombrables lecteurs d'aujourd'hui y trouvent-ils encore ? C'est un livre très fort et c'est un livre qui, effectivement, les gens qui le lisent en ont fait leur livre de chevet, en ont fait un livre référent pour leur vie. Dans ces 40 dernières années, c'est sûrement un livre majeur. Les dialogues avec l'ange sont importants parce que nous sommes dans un monde qui est plongé de plus en plus dans la matérialité. Nous rappelle quelque chose, et nous rappelle quelque chose d'essentiel, que le monde n'est pas simplement matériel, et je parle même en tant que scientifique. Le message que j'ai reçu et que je reçois encore de ce livre est un message de conjonction. L'ange t'indique simplement ta condition de séparation. L'ange veut ton unité. Il veut que tu sois à la fois le ciel et la terre. Il faut des idées nouvelles. Il s'agit de la spiritualité. Mais pas d'une spiritualité qui nous sépare du reste du monde, ou que l'on sent lorsqu'on entre dans une église, une synagogue ou un temple. Par la suite, le livre est traduit en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Gita est invitée à faire des conférences à travers toute l'Europe pour en parler avec le public. Elle a à nouveau l'occasion de devenir une célébrité.
Mais plutôt que la célébrité, elle préférera mener une vie tranquille avec son mari dans leur ferme en Dordogne. Une vie simple et réservée qui durera jusqu'en 1982, quand Lassie mourra d'un cancer. À la mort de son mari, Gita a 75 ans, mais elle se rend compte qu'après avoir révélé les dialogues avec l'ange, elle ne peut plus éviter d'en devenir l'exégète et la promotrice. C'est alors qu'un homme, dont la présence se révélera fondamentale pour elle, entre dans la vie de Gita Malache. Il s'agit de Bernard Monteau, un jeune kinésithérapeute, lecteur de textes en chinois antique et en hébreu biblique, et directeur de l'association culturelle Artas. Il deviendra bientôt son plus proche conseiller et collaborateur. J'avais lu les dialogues quelques années avant, mais je pensais que tous les 4 étaient morts, les 4 protagonistes du livre étaient morts. Et je découvre que Gita est vivante. Et tout de suite, je me dis, tiens, il va falloir que j'aille voir cette femme, cette vieille femme. Et donc, je traverse la France, je vais voir Gita, elle ouvre la porte, et quelque chose d'indicible se passe. C'est comme si on avait passé sa vie à chercher quelqu'un et qu'on ne le savait pas, et qu'au moment où on le rencontre, on sait qu'on a passé sa vie à chercher cette personne. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, elle est seulement pleine exactement là où je suis vide. Et cette espèce de plénitude qui me happe fait une espèce de très grande rencontre d'amour. Après la première moitié des années 1980, Bernard Monteau et sa femme Patricia organisent de véritables tournées à travers toute l'Europe. Le premier objectif de Gita, la considérant comme une fin en soi, est d'apprendre aux autres à distinguer la vraie inspiration angélique, la seule qui, à ses yeux, permet à l'être humain de comprendre quel est le but principal de sa vie. Je crois que le dialogue avec l'ange, l'expérience contenue dans cet ouvrage, c'est une voie occidentale vers la conscience. Je crois que ce livre se révèle à nous au fur et à mesure que nous grandissons nous-mêmes. Dialoguer avec son ange, c'est pas par curiosité pour s'amuser, ni pour vivre des expériences mystiques. C'est parce qu'on en a besoin pour sa tâche, pour savoir exactement ce qu'on a à faire sur Terre. À partir de 1984, Gita publie plusieurs ouvrages sur les dialogues avec l'ange, grâce auxquels elle pourra répondre aux nombreuses questions de ses lecteurs. Des questions que beaucoup de gens se posent et posaient à Gita. Et Gita, comment est-ce qu'on peut être sûr que la réponse qui nous parvient, elle parvient de l'ange ou alors de notre simple intelligence? Et elle répondait, si vous vous posez la question, c'est pas l'ange. Quand c'est lui, c'est une telle évidence joyeuse qu'on n'a même pas l'idée de se demander si c'est lui. L'activité de conférencière de Gita s'interrompt brusquement au printemps 1988, en raison d'un grave accident de voiture. Gita en sort gravement traumatisée avec les 2 bras cassés. À partir de ce moment, la vieille dame indomptable de 81 ans ne se suffira plus à elle-même. Et bien qu'elle soit considérée comme une sorte de légende, elle est seule. C'est pourquoi elle n'hésitera pas une seconde et acceptera avec enthousiasme l'offre généreuse de Bernard et Patricia Monteau d'aller vivre avec eux dans une maison de campagne au cœur du vignoble Côte-Rôtie. Si la vie de Gita Malache a en effet été exceptionnelle, comme plusieurs personnes ont pu en témoigner, on peut en dire autant de sa mort. Gita meurt à 85 ans le 25 mai 1992, après avoir personnellement écrit l'annonce funèbre pour tous ses amis. « J'ai laissé mon corps, cet instrument précieux qui m'a été donné pour accomplir ma mission sur la terre. Le temps l'a trop usé, et je sais qu'on me donnera un autre instrument qui sera plus approprié pour une nouvelle tâche. Toi aussi tu as une tâche unique. Tu dois l'accomplir pendant que tu peux encore utiliser ton corps, qui est un don précieux du ciel. Sinon, tu auras vécu pour rien. » Ces dernières années, plusieurs initiatives humanitaires, artistiques et cognitives extraordinaires ont vu le jour grâce au dialogue avec l'ange et à Gita Malache. Mais pour recueillir tous les témoignages et les expériences humaines et professionnelles qui se sont inspirés de Gita Malache et des dialogues avec l'ange, Bernard Monteau et sa femme Patricia ont fondé le centre Amis de Gita Malache, près de Châteauroux. Pourquoi ce centre ? Parce que nous sommes nombreux à avoir changé de vie,
grâce à Gita Malas. Grâce à elle, des nouveaux médecins ont construit une nouvelle médecine, une nouvelle façon d'accompagner les mourants, une nouvelle façon d'apercevoir l'accouchement, une nouvelle façon d'appréhender l'humanitaire. Tout un tas de choses, tout un tas de courants, tout un tas de gens ont découvert ce qu'ils avaient à faire sur Terre et qu'il était bien naturel qu'aujourd'hui, nous fondions un centre qui rassemble tous ces gens qui sont nés à partir de l'œuvre de Gita Malas. Une fois encore, l'intention de Gita d'enseigner la joie a pris corps ici. La souffrance est nécessaire parce que nous n'allons pas de nous-mêmes vers notre tâche. En fait, si on arrive à transformer la souffrance, on trouve la joie. La joie est-elle donc le but ultime de l'être humain, selon l'enseignement des dialogues avec l'ange ? Je le dirais d'une autre façon, le but de l'humanité, c'est d'atteindre la conscience. Alors ensuite, le bonheur en est la conséquence, mais pas le but. Tout le monde a une tâche. Découvrir sa propre tâche, c'est une joie. Parce que là, la vie devient passionnante, même si elle est dure, mais passionnante.